Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour un nouveau Patrimo Live. On s'excuse pour les quelques minutes de retard. On a eu un petit souci à la technique. C'est bon, tout est réglé. Je suis ravi ce soir donc d'animer ce Patrimo Live avec mon associé Hélène Barousset. Donc au programme de ce webinaire, on va parler immobilier résidentiel et immobilier dans sa globalité, immobilier d'investissement. On s'est posé la question si on faisait pas un Patrimo Live spécial au vu des actualités spéciales Russie-Ukraine, et on s'est dit finalement que l'immobilier d'investissement était un thème dans une période inflationniste qui pouvait intéresser et qui sera, vous le verrez, j'espère, très intéressant. Donc dans un premier temps, on va faire un point marché, ça nous permettra de balayer l'ensemble de l'univers de l'immobilier. Ensuite, on va parler effet de levier de crédit. Je pense que ça, c'est aussi un point très important aujourd'hui. Et enfin, nous verrons les différentes solutions d'investissement qui s'offrent à nous au niveau de l'immobilier donc d'investissement. Donc, comme toutes nos présentes interventions, je vous propose d'être très interactif. N'hésitez pas à nous poser des questions par le chat et on y répondra en live. Ça nous permettra vraiment d'avoir cette interactivité que l'on souhaite tout au long de ce webinaire. Alors, je vous prie de nous excuser, on a un petit crépitement, c'est justement le problème technique. Donc, je pense que vous l'entendez, mais donc on va essayer de le résoudre, mais malheureusement, on va pas pouvoir faire tellement mieux par rapport à ce petit crépitement actuel. Donc, ça a l'air d'être un petit peu se calmer. Je pense que moi, de mon côté, ça ne crépite pas. Je pense que c'est peut-être un peu toi, Jean-Olivier, mais allons-y, avançons, avançons, je t'en prie. On y va. Alors, pour ceux qui nous connaissent pas, donc nous, le Centre du patrimoine, on a été créé donc en 2002, ça fait maintenant 20 ans. 20 ans qu'on s'occupe de nos clients, 20 ans qu'on établit une relation unique et privilégiée dans le temps avec nos clients. Pour la plupart, on en suit beaucoup depuis 20 ans. Aujourd'hui, on a 350 familles conseillées. L'actionnariat reste une société familiale et tous les jours, on œuvre pour plus de proximité, de la réactivité et bien sûr de la stabilité de la relation dans le temps, ce qui est aujourd'hui un point important pour nos clients. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, au sommaire, comme je vous l'ai dit, on va faire un point marché. Après, on verra donc l'effet de levier crédit et on finira donc sur les thématiques d'investissement en immobilier. Alors, premier point, nous allons rentrer directement dans la conjoncture actuelle. Je reprends ce tableau, vous connaissez bien puisqu'on l'utilise régulièrement avec notre partenaire EOS Allocation. Il me paraissait intéressant de regarder où est-ce que se situait l'immobilier aujourd'hui. Alors, sachant que ce graphique représente en fait deux tendances. Est-ce que concrètement on est plutôt dans une phase de croissance ascensionnelle, de croissance, de diminution de croissance, ou à contrario, est-ce qu'on est dans une phase inflationniste ou dans une phase de déflation? Donc aujourd'hui, très clairement, si je positionne l'immobilier et que j'essaye de me positionner, je me rends compte donc que l'immobilier aujourd'hui, dans un cadre inflationniste, on va plutôt être donc sur le graphe sur la droite. Et par contre, aujourd'hui, on parle de tendance de croissance. Donc aujourd'hui, l'ensemble des banques centrales sont en train de nous annoncer, et le FMI également a annoncé que certainement que le conflit Ukraine-Russie pèserait un peu sur la croissance mondiale, en tous les cas à hauteur d'1%. Donc on va plutôt avoir une tendance donc soit de croissance nulle, soit de croissance, en tous les cas de baisse de croissance, parce que croissance nulle, non, elle sera pas nulle, mais en tous les cas on aura une diminution de la croissance. Maintenant, ce sont des anticipations. Il y a également d'autres éléments qui pourront venir améliorer cette croissance. Le poids des matières premières va également certainement peser sur le poids de la croissance. Donc, ça fait partie des éléments aujourd'hui qui nous permettent de positionner l'immobilier à peu près à cet endroit-là dans le graphe. Et on va essayer de se poser la question si finalement l'immobilier d'investissement n'est pas le grand gagnant 2022, ou est-ce qu'en tous les cas, est-ce qu'il ne va pas être aujourd'hui un véritable outil de protection vis-à-vis de l'inflation. Alors, ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est de faire un focus sur l'inflation, parce que je suppose que vous l'entendez à peu près tous les jours. Ce qui est très intéressant sur l'inflation, c'est que il faut se positionner ce qui se passait avant le 24 février. Le 24 février, c'est le démarrage du conflit Ukraine-Russie, et on se posait des questions avant cette date, et on entendait parler de quoi? On entendait parler d'inflation, d'un côté, et on entendait parler de remontée des taux. Aujourd'hui, est-ce que les choses ont particulièrement changé sur ce point de vue-là?
Alors, d'un point de vue inflation, on attendait une inflation projetée aux alentours de 4-5%. C'était les chiffres que nous donnaient les banques centrales en janvier. Et concrètement, aujourd'hui, on a plutôt une anticipation aux alentours de 6-7% d'inflation dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, d'une inflation déjà à tendance forte, on a aujourd'hui très clairement une inflation qui va être certainement plus importante dans les prochains mois. Alors après, est-ce que cette inflation sera durable ou pas? En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a 12 à 18 mois, on nous annonçait une inflation temporaire. Aujourd'hui, elle est plus que temporaire, puisqu'on est à plus de 12 mois, 18 mois de forte inflation qui a été d'abord provoquée par un choc d'offres et de demandes suite au post-Covid et maintenant qui vient s'amplifier avec le problème des matières premières. Donc, cette tendance d'inflation, pour l'instant, on l'anticipe pas à la baisse et comme vous le voyez sur le graphique, l'inflation annoncée par l'INSEE en février, par l'INSEE de 3,6 en rythme annuel, après un 2,9 en rythme annuel en janvier. Donc, on a quand même une tendance haussière importante. Deuxième point important, c'est donc de regarder aujourd'hui ce qui se passe globalement au niveau des indicateurs macro que nous retrouvons. Donc, on a une inflation qui est au plus haut depuis 2008. Aujourd'hui, les prévisions sont donc importantes en termes d'anticipation. Deuxième sujet, on va le voir derrière, on a une remontée des taux qui s'enclenche depuis quelques mois, les taux d'intérêt, les taux d'emprunt. L'incidence de tout ça, c'est que aujourd'hui, vous avez donc des loyers, les deux indices de loyers IRL et ILC qui ont une tendance là aussi haussière, qui est importante. On reviendra aussi derrière sur la composition de ces indices. Et pour finir, les prix de l'énergie et les prix de la consommation, très clairement, sont en très forte hausse. Et ne sont pas prêts de s'arrêter pour le moment avec ce qui est en train de se passer donc dans le conflit Russie-Ukraine. Alors, je voulais revenir sur ces deux indices, l'IRL et l'ILC. Donc, l'IRL, c'est l'indice de référence des loyers qui permet d'indexer les loyers sur son investissement immobilier résidentiel. Donc, ça concerne tous nos clients qui ont des appartements nus. Ils vont utiliser cet indice pour revaloriser leur loyer. Donc, très clairement, aujourd'hui, on a eu pendant des années une tendance flat ou très peu d'augmentation puisque l'IRL est totalement corrélé à l'inflation. Je n'ai pas précisé sur le slide d'avant, mais l'inflation, ça fait près de 30 ans, même plus de 30 ans qu'on n'a pas atteint les taux dont on parle aujourd'hui. Le 3,6 que j'ai évoqué juste avant, ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas parlé d'un niveau d'inflation aussi élevé. Donc l'IRL, qui lui est basé sur l'inflation, va avoir mécaniquement une tendance à augmenter dans les prochains mois, prochains trimestres, puisque sa fréquence d'application est trimestrielle, alors que pour l'inflation, elle est mensuelle. L'ILC, on a voulu en parler, même si ce soir la thématique c'était l'immobilier résidentiel. Il nous paraissait important de parler également un petit peu des loyers commerciaux et de l'indice donc des loyers commerciaux, surtout que certains de nos clients ont soit des locaux commerciaux à titre personnel, soit sont investisseurs dans des SCPI qui peuvent avoir des murs commerciaux. Bien, l'ILC aujourd'hui repose à 75% donc sur l'indice des prix à la consommation et à 25% sur l'ICC. Je précise que depuis le 14 mars, c'est pas vieux, le 14 mars 2022, c'est-à-dire il y a 3 jours, on a retiré l'indice des prix de consommation de l'indice parce que le poids d'Internet pesait trop et pour le coup n'avait pas une représentativité assez importante par rapport réellement à ce qui était l'ILC et au commerce de pieds d'immeubles, ce à quoi on fait souvent référence quand on pense aux loyers commerciaux. N'hésitez pas, je répète, à poser vos questions. On y répondra, on essaiera d'y répondre en tous les cas en live. Alors, maintenant qu'on a parlé d'inflation, maintenant qu'on a parlé des indices IRL et ILC, il nous paraissait intéressant de parler également d'un indice très corrélé à l'immobilier
puisqu'il correspond au crédit immobilier, c'est le niveau de l'OAT de 10 ans. Et de regarder cette mise en perspective, regardez où est-ce qu'on en est. Alors, comme vous pouvez le voir sur le premier graphique, le graphique du haut, vous constatez qu'il y a une très forte hausse depuis 6 mois de l'OAT 10 ans, puisque l'OAT 10 ans en octobre, en octobre, en juillet, août, septembre, octobre, était aux alentours de moins 0,30, moins 0,20, et qu'aujourd'hui, l'OAT 10 ans flirte ce matin avec les 0,85. Donc, vous voyez que la tendance est fortement haussière sur l'OAT 10 ans. Maintenant, quand on regarde aujourd'hui les taux d'intérêt et qu'on les projette, ne serait-ce que sur 10 ans, on constate qu'à niveau aujourd'hui à 0,85 sur le 10 ans, on a encore des conditions très favorables. Hélène tout à l'heure reviendra sur l'effet de levier crédit et reviendra également sur cet aspect taux fixe, taux variable. Je rappelle donc que l'OAT 10 ans sert aujourd'hui de base pour donner le niveau des taux d'intérêt sur les emprunts immobiliers. Donc bien évidemment, plus l'OAT monte et plus les emprunts immobiliers vont monter. Donc quand vous regardez, quand vous avez les actualités, quand on vous parle de remontée des emprunts immobiliers, c'est pour cette raison aujourd'hui que les emprunts remontent depuis 3-4 mois. Ce n'est pas, il y a une corrélation bien sûr avec l'inflation. Il peut y avoir en tous les cas, une corrélation globale sur la conjoncture économique, mais très clairement aujourd'hui, on a des emprunts qui remontent, donc il faut encore en profiter parce qu'ils sont encore bas. Si on se projette sur une période et qu'on projette sur 10 ans et qu'on voit que depuis 10 ans, en fait, on a des taux parmi les plus bas qu'on ait jamais connus. Alors, en synthèse, il nous paraissait important de faire une synthèse de ce que je viens de dire. Alors, pourquoi faut-il investir dans de l'immobilier et surtout quand on a un cycle de hausse d'inflation? Alors, pour plusieurs raisons. La première, vous allez voir pourquoi, c'est une forte source d'enrichissement. C'est un rempart contre l'inflation puisque quand vous investissez, quand vous êtes propriétaire aujourd'hui d'immobilier locatif, vous êtes indexé sur l'inflation puisque vos loyers sont indexés sur l'IRL. Ensuite, si vous avez des loyers commerciaux, eux sont aussi indexés en partie sur l'inflation. Donc, quoi qu'il arrive, qu'on ait des locaux commerciaux ou qu'on ait de l'immobilier d'habitation, dans les deux cas de figure, on a un rempart vis-à-vis de l'inflation puisque les loyers seront mécaniquement indexés. Et si le cycle d'inflation perdure, pourquoi aujourd'hui, en tous les cas, je reviens en disant qu'on nous annonçait une inflation temporaire. Aujourd'hui, elle est un petit peu moins temporaire que prévu. Donc, il est clair que si l'inflation perdure, les entreprises seront dans l'obligation d'augmenter les salaires. Ça commence à arriver beaucoup aux États-Unis. Là, on est en train de dire que le trimestre prochain, certainement que le SMIC va être augmenté en France et va suivre bien sûr une courbe d'inflation. Donc aujourd'hui, on a une tendance sur les salaires, très clairement, une pression inflationniste sur les salaires qui risque d'arriver dans les prochains mois. Alors, le point d'attention, j'ai envie de dire que oui, si vous empruntez à taux fixe, vous avez le meilleur combo qui existe, puisque quand j'emprunte à taux fixe, l'échéance est constante pendant toute la durée du prêt. De l'autre côté, votre loyer est indexé sur l'inflation, vos salaires risquent d'être indexés sur l'inflation. Résultat des courses, vous allez avoir un combo gagnant, puisque le loyer, votre salaire, l'emprunt étant à taux fixe, votre échéance constante, vous verrez au fur et à mesure votre effort d'épargne diminuer au fil du temps. Et ce, mécaniquement, en fait. Donc, aujourd'hui, très clairement, quand on me pose la question de savoir est-ce que l'immobilier est bon en phase d'inflation, l'immobilier est bon en phase d'inflation. Alors, bien évidemment, il vaut mieux aujourd'hui se projeter à le faire aujourd'hui, d'accord, et pas attendre plusieurs mois ou plusieurs années, puisque là, on n'a pas de boule de cristal. Je dirais que voilà, si les taux d'intérêt remontaient trop fortement, il y aurait d'autres conséquences. Donc aujourd'hui, à contrario, investir aujourd'hui dans l'immobilier, c'est tout à fait pertinent au vu du contexte. J'ai vu qu'il y avait une question, mais on pourra peut-être y répondre en live.
Alors, oui, sur les loyers d'habitation, il y a une précision qui peut être pertinente, oui, qui est pertinente et qu'il faut soulever. Il y a deux choses. Bon, petit 1, aujourd'hui, les loyers bénéficient d'un encadrement de loyer. Parce que Donc, la question, parce que les participants la voient pas forcément, Jean-Olivier, donc on peut pour que tu y répondes, c'était donc l'indexation des loyers peut être mise en échec par un blocage des loyers pour éviter des mouvements sociaux. Vas-y, je t'en prie. alors, concrètement aujourd'hui, très clairement, oui, il peut y avoir une modification de loi. Ceci dit, ça demande une modification de loi. Si demain on bloquait les loyers à la hausse pour éviter un mouvement social, maintenant c'est un tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a une inflation qui monte, des salaires qui, à un moment donné, ce que je viens de dire, bénéficient de l'inflation, normalement, les loyers, eux, suivront leur hausse. Là, il y a 3 jours, on a fait une modification de l'ILC. L'ILC, les syndicats des commerçants ne voulaient pas cette modification dans ces conditions-là. Il y a eu une modification qui est substantielle, qui est importante. Maintenant, très clairement, vous ne passerez pas d'une indexation certaine à une indexation nulle ou négative. Donc, ça, c'est vraiment. Le point important, par contre, sur l'immobilier d'habitation, c'est vrai qu'il y a une souplesse pour le locataire qui peut, à un moment donné, décider de changer d'appartement, par exemple, qui donc derrière vous nécessite, bien évidemment, de réadapter son loyer, sachant qu'on ne peut pas le réadapter trop à la hausse, puisqu'il y a un encadrement souvent des loyers dans les villes et dans les zones tendues. Alors, aujourd'hui, on va parler d'immobilier, donc de marché résidentiel et de l'immobilier résidentiel. On va faire un point et un focus sur le marché. Maintenant qu'on a parlé de l'économie et de la macro, on voit qu'aujourd'hui, on y a un véritable intérêt sur la conjoncture économique à faire de l'immobilier d'investissement. Aujourd'hui, donc l'immobilier, ce qu'on appelle l'immobilier résidentiel, désigne l'immobilier à usage d'habitation. Donc c'est le cas de figure un appartement où concrètement vous investissez et derrière vous avez un locataire qui en fait sa résidence principale. Il est différent et complémentaire de l'immobilier d'entreprise, hein, pour ceux qui connaissent, les bureaux, les entrepôts, les locaux commerciaux. Et très clairement, nous aujourd'hui, quand on a nos clients en rendez-vous, on leur suggère bien évidemment d'avoir une diversification des actifs immobiliers. Une diversification pour ne pas avoir les mêmes cycles, quel que soit l'univers sur lequel on investit. Alors, concrètement, l'immobilier résidentiel, on retrouve les résidences principales, les résidences secondaires, mais on y retrouve aussi les locations saisonnières ou les résidences services, hein, les EHPAD, les résidences étudiantes, les résidences para-hôtelières, voilà. Donc ça fait partie des résidences services. Les locations saisonnières, c'est entre autres le Airbnb que tout le monde connaît aujourd'hui, vu que il y a une très forte demande dans ce type d'offres. Alors, l'immobilier locatif aujourd'hui, on va y revenir rapidement, et c'est important de reparler des points forts de l'immobilier locatif. Donc, c'est un investissement qui est accessible, hein. C'est un investissement qui est peu volatile. Parce que malgré tout, même si demain il y a des hausses ou des baisses de l'immobilier, c'est pas comme en bourse, hein. En bourse, on peut avoir des baisses de 3, 4, 5, 6, 7% il y a 15 jours au moment du conflit ukrainien. On peut avoir des hausses aussi dans la journée très importantes. Dans l'immobilier, vous n'aurez pas ça. D'accord? Donc il y a très peu de volatilité sur l'immobilier. Vous pouvez avoir des hausses et des baisses, mais elles se font plutôt sur le moyen long terme. Une fiscalité qui est particulière, qui peut être adaptée en fonction, on verra, de la cible d'investissement, hein, soit si de la location nue, et donc là vous êtes au revenu foncier, si vous êtes sur la location meublée, c'est encore différent. On y reviendra vers la fin, un petit peu plus tard sur le webinaire. Ensuite, donc les loyers sont annexés sur l'inflation, donc ça c'est vraiment un vrai point fort de l'immobilier. Ensuite, là où on apportera bien sûr des points de vigilance. Alors, il y a une très forte protection du locataire aujourd'hui sur l'immobilier, donc là aussi, l'immobilier subit entre guillemets une certaine loi de la part du locataire. Il y a un risque de vacances locatives entre deux locataires. Donc là, pour le coup, nous, c'est la même chose quand on préconise de l'investissement immobilier. On a tendance à dire quelque chose qui se répète souvent, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Pour ceux qui connaissent, c'est souvent les 3 critères qui sont recommandés en immobilier. Ça permet de limiter la vacance. Hein. La vacance locative, on le constate après 22 ans, 23 ans de métier, on se rend compte que régulièrement, quand il y a de la vacance locative, c'est soit que vous avez un bien immobilier
qui peut avoir des difficultés en fonction de son emplacement, ou parce qu'un loyer n'est pas adapté, ou parce qu'il est dans un état de, de délabrement un peu important. Ensuite, donc, des loyers impayés. Donc là, pour le coup, vous avez quand même des garanties et des assurances qui peuvent être prises. Donc, on incite sur ce type de choses, sur ce type de sinistre potentiel, à prendre des garanties de loyers impayés, quel que soit le bien immobilier que vous avez. Hein, vous pouvez très bien avoir un bel appartement avec un bon locataire. Ce locataire se retrouve dans une situation précaire et, dans le coup, se retrouve à ne pas payer. Et depuis le 1er août 2012, il y a un encadrement des loyers en fonction des villes et en fonction des loyers. Donc là aussi, il faut faire très attention parce que ça aussi, ça joue dans les modes de relocation et dans les prix. Voilà, vous n'allez pas pouvoir augmenter votre capacité à augmenter les loyers au-delà de l'encadrement et de la loi qui régit l'encadrement des loyers. Donc, pour cela, on vous invite donc bien sûr à être bien accompagné et bien conseillé, car chaque cas est spécifique, chaque solution est spécifique. Voilà. Il y a une question qui est intéressante. Alors, il y a une loi sur la transition énergétique qui va interdire la location de nombreux logements mal classés en isolation thermique. Est-ce que cela aura un impact sur les prix à l'achat? Alors, oui, il va y avoir forcément des conséquences sur les prix à l'achat, sur les appartements totalement dégradés. Maintenant, il faudra vous aussi dans le même sens, il va falloir que vous ayez en fait, que vous estimiez le montant des travaux, que vous regardiez les travaux que vous pouvez faire et remettre aux normes la totalité de l'appartement. Mais c'est sûr qu'il va y avoir dans les prochaines années une vraie volonté de la part du gouvernement d'éviter ce qu'on appelle les passoires thermiques et aujourd'hui de rénover le parc locatif qui aujourd'hui pour beaucoup sont hors normes ou sont totalement dégradés. Et donc ça va faire là aussi, pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier, des belles opérations à faire dans ce qu'on peut qualifier, nous, dans le jargon immobilier, on appelle ça du value add. C'est-à-dire que concrètement, à un moment donné, on rénove, on restaure quasiment à neuf, de manière à pouvoir soit vendre, soit conserver et percevoir un revenu. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un point sur l'immobilier résidentiel en France, sur le marché de l'immobilier résidentiel en France, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, en 2021, on a battu des records, des records importants. On a fait donc 1,2 million de transactions, soit près de 17% sur un an d'augmentation en volume. Donc, je pense que 2021, même si chaque année on dit que on bat des records en records, 2021 sera très certainement une année magnifique au niveau de l'immobilier et ça sera très difficile d'aller toucher les 1,2 million de transactions. La hausse des prix ne s'est pas arrêtée. À cela, bien sûr, la baisse des taux, vous l'avez vu tout à l'heure par rapport au graphique. Quand on a des taux, un OAT 10 ans qui est à moins 0,30 en octobre 2021, bien évidemment, le marché de l'immobilier a été soutenu par les taux d'intérêt. Bon, bien sûr, il y avait un deuxième aspect, c'est l'aspect Covid. Beaucoup de personnes ont eu aussi une tendance à se dire valeur refuge, on se met dans l'immobilier et ça permet, comme cela, d'avoir des cycles qui soient moins importants que sur la bourse. Donc la hausse du prix aujourd'hui, le prix moyen en France est à 2574 et il y a eu 7,4 milliards d'euros investis en immobilier résidentiel. Alors aujourd'hui, les prix ont été revus à la hausse, donc plus 7,4 sur un an en France, plus 4% en Ile-de-France et plus 8,8 en province. Donc bien sûr, ce sont des moyennes. Il y a des arrondissements qui peuvent valoir plus ou moins cher, des villes qui peuvent valoir plus ou moins cher, et on voit vraiment des écarts très importants, parfois dans une même ville, en fonction des sectorisations que vous allez avoir. Globalement, les logements neufs, eux, ont eu une évolution de 5,7% sur un an, avec là aussi des points de vigilance sur lesquels j'attire sur le logement neuf. Aujourd'hui, justement, avec les contraintes énergétiques, avec les coûts de construction qui ne vont pas baisser, de par la hausse des matières premières dont vous entendez parler tous les jours dans tous les journaux télévisés. À cela s'ajoute le peu de foncier et en tous les cas aujourd'hui le peu de permis délivrés.
on risque de ne pas avoir de baisse sur les logements neufs dans les prochains mois et prochaines années, pour l'instant, de par la configuration en fait du marché. Donc, si les taux d'intérêt venaient à monter, ça pourrait, pour le coup, mettre quelques promoteurs en difficulté. Ne le souhaitons pas, mais ça pourrait arriver. Donc, l'évolution des loyers sur un an, c'est plus 1,61. Tendance de l'immobilier, donc hausse des prix. Effet Covid, augmentation de la valeur des logements avec l'extérieur. Forte disparité géographique. Pas mal de mobilité aussi, puisqu'il y a quand même pas mal de personnes qui habitaient dans les grandes villes et qui ont décidé donc de s'excentrer grâce au télétravail pour ceux qui ont des activités en télétravail. Voilà, donc ça a permis vraiment d'apporter un certain dynamisme général et global dans toute la France. Et voire même dans l'Europe, puisqu'il y a pas mal de secteurs et pas mal de régions qui ont profité de cet effet d'aubaine Covid. Alors, maintenant, on va parler du rendement locatif, puisque quand on investit dans l'immobilier d'investissement, ben, en fait, on est très intéressé par le rendement que procure son immobilier. Donc, aujourd'hui, vous avez un rendement locatif à Paris qui est de 3% en moyenne. Bien évidemment, plus vous allez dans les beaux arrondissements et moins vous avez de rendement, plus vous allez dans les arrondissements moins on va dire moins chic, et plus vous avez un rendement qui augmente. Le rendement à Toulouse, puisque c'est aussi une ville que nous connaissons bien, le rendement moyen à Toulouse est de 4,9, donc là aussi des fortes disparités en fonction des quartiers. Et le rendement locatif moyen en France est de 5,9. Alors 5,9, c'est à prendre avec des pincettes, puisque dedans on prend autant des loyers sur Paris ou des rendements sur Paris dans les beaux arrondissements que dans des villes dans des secteurs un petit peu excentrés et qui vont donc offrir bien évidemment plus de rendement. Donc là encore, on n'aura pas assez d'insister pour dire emplacement, emplacement, emplacement. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, il peut y avoir du rendement locatif un petit peu moins intéressant, et on verra tout à l'heure, grâce à Hélène, comment nous pouvons augmenter nos taux de rendement, financiers in fine. L'important pour vous, c'est quand même d'avoir aujourd'hui un bien immobilier qui vous permette d'avoir une certaine liquidité. Donc, loyer élevé n'est pas forcément synonyme de meilleur rendement locatif. Attention, puisque quand on regarde le rendement, c'est le loyer sur le prix d'acquisition. Donc ça, c'est le rendement brut. Après, il y a le net, le triple net. Voilà. Donc le triple net étant avec les charges et tous les impôts déduits. Donc voilà, ça fait un certain nombre de choses importantes à regarder. On parlait tout à l'heure de transition énergétique. Là aussi, ça sera très important de regarder où est-ce qu'on achète. Est-ce qu'on est dans un immeuble où il y a beaucoup de travaux ou pas? Voilà, ça fait partie des questions qu'il faut absolument se poser pour que demain vous puissiez investir. Donc le marché résidentiel à Toulouse, on vous a fait un focus. Donc bien sûr, le centre-ville, l'hypercentre est actuellement très avec des tarifs assez élevés. On est supérieur à 4008, à côté de la place des Carmes, entre les Carmes et Capitole, on a même des prix parfois avoisinant les 6000 euros du mètre carré, voire même 7000 pour certains. Voilà, donc vous avez vraiment un gros écart avec, pour le coup, le sud-ouest de Toulouse, qui va être plutôt aux alentours de 2700, 2500 euros du mètre carré. Voilà, donc ça c'est important. Vous voyez que là, comme exemple, on vous l'a mis, mais si j'avais pris la carte de Paris, eh bien j'aurais les mêmes effets, alors pas aux mêmes endroits, mais j'aurais les mêmes effets, l'hypercentre de Paris, le 7e, le 2e, le 16e, voilà, c'est des arrondissements très chers, et puis après, quand vous allez dans des arrondissements comme le 19e ou le 20e, ben voilà, c'est bien sûr moins élevé, c'est partout pareil dans toutes les villes, donc il sera très important de faire attention à votre investissement si demain vous investissez et vous décidez d'investir dans l'immobilier. Alors, avant de passer la parole à Hélène, est-ce que Ouda, qui est en off ce soir, mais qui suit bien sûr et qui répond aux questions, est-ce qu'elle veut lancer des sondages? Justement, on en discutait en off, comme tu dis. Donc, par rapport à ça, donc justement, avant que je commence sur le levier de crédit, Ouda va vous faire un petit sondage justement sur le crédit. Donc là, ça y est, il est en ligne. Je vous en prie. Donc, après ce que j'ai dit, est-ce qu'il est intéressant, et avant que Hélène intervienne, est-ce qu'il est intéressant d'investir en immobilier à crédit? C'est plutôt unanime, là. On est à 100% pour du oui, 8, 100%, 100%, il y a beaucoup de votants. Ah oui,
C'est assez unanime, Hélène. C'est assez unanime. Donc, bah, je ne sais pas si je vais le faire. Alors après, si tout le monde est d'accord sur le sujet. Donc, le levier de crédit, donc, est-il encore intéressant? Et on pourrait, avant juste de lancer, on pourrait lancer un deuxième sondage pour le coup, qui est-ce qu'il est intéressant d'investir en immobilier dans la configuration économique actuelle, suite à ce qu'on a fait juste avant. Voilà, c'est une deuxième question qu'on peut poser et comme ça te permet. Oui. Donc, vas-y, Ouda, je t'en prie. Bon, on a plutôt une tendance majoritaire à dire oui. C'est ça. On en a quand même quelques-uns qui disent non. Ah, j'ai pas été convaincant. Apparemment, non. Pas sur tout le monde. Ok. Bon, mais parfait. À toi, alors, merci. Donc, par rapport à ça, donc, qu'est-ce que déjà le levier de crédit? Tout simplement, le levier de crédit, ça vous permet quoi? C'est déjà le fait donc de recourir à un crédit et ça vous permet de démultiplier votre capacité de financement. Comme vous le disiez, Jean-Olivier, donc en préambule et dans toute son explication, aujourd'hui, les conditions sont encore très favorables pour emprunter. Donc, ça sert à quoi aujourd'hui? Donc, je souscris un crédit immobilier qui me permet d'investir dans un bien que je mets en location et les loyers couvrent en intégralité ou pas les échéances du prêt, mais ce qui me permet donc justement de pouvoir avoir un patrimoine que sans le recours du crédit, avec juste de l'apport, je n'aurais pas pu avoir. Donc aujourd'hui, les taux ont quand même eu des moyennes encore très basses, comme vous le disiez Jean-Olivier. Donc pour faire un petit focus, en février 2022, donc ils ont un peu augmenté depuis en mars, mais quand même très peu. Sur 15 ans, on est à une moyenne donc de moins de 1%, on est encore à 0,97, donc c'est quand même encore très beau. Et sur des très beaux dossiers, on est même à 0,90. Ensuite, oui. Tu voulais dire quelque chose, Jean-Olivier? Non, j'ai cru. Donc sur 20 ans, on est à une moyenne donc de 1,10, et pareil pour les très très bons dossiers, on est même en dessous de 1, et sur 25 ans, une moyenne de 1,30. Donc ça nous permet tout de même d'avoir aujourd'hui, par rapport à ça, quand même des choses très intéressantes, et le levier du crédit est encore très très intéressant à soumettre et à voir. Alors. Hop là. Je vais vous expliquer un petit peu aussi les caractéristiques donc de l'emprunt immobilier, les choses qu'il ne faut pas oublier et surtout qu'il faut connaître. Donc bon, ça, le capital, je pense que tout le monde sait ce que c'est le montant de l'emprunt. En fait, c'est les capitaux nécessaires dont on a besoin, plus les frais, moins l'apport que l'on peut avoir. Il existe donc deux manières de pouvoir emprunter. Donc comme Jean-Olivier vous le disait aujourd'hui, donc soit à taux fixe, soit à taux révisable. Donc le taux fixe, ça on connaît toujours, on connaît tous qu'est-ce que l'on a besoin d'emprunter à taux fixe aujourd'hui. Je dirais, c'est la grande majorité des Français aujourd'hui empruntent. Et le révisable, il est intéressant quand on est dans une phase baissière, donc ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du tout pour les taux d'emprunt. Mais quand moi j'ai commencé, il était intéressant d'emprunter à taux révisable parce que sur 20 ans, vous aviez des taux environ de 5,5%. À partir de ce moment-là, vu que depuis 20 ans, les taux n'ont fait que baisser, le taux révisable était quand même très intéressant, et c'est pour ça aussi qu'on a eu des grosses vagues de rachat de crédit pendant une longue période, parce que justement les taux baissaient. Et les frais, donc il ne faut pas oublier, donc ils sont les frais de dossier et les frais de garantie. Donc la mise en place de la garantie est obligatoire pour que la banque puisse aujourd'hui vous prêter. Et vous avez donc des autres frais qui sont quand même non négligeables, qui sont l'assurance décès, l'assurance emprunteur. Donc aujourd'hui, en plus, la loi a énormément bougé par rapport à l'assurance emprunteur. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Donc par rapport à ça, vous avez des choses quand même intéressantes par rapport à l'ADI qui peuvent être négociées en amont ou maintenant pendant la durée du prêt. Je voyais donc, on me parlait, et le prêt in fine, oui, ça bien évidemment, c'est également un prêt qui aujourd'hui qui est de moins en moins recouru, mais qui peut quand même être assez intéressant. Je vais en parler un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui, donc comme je vous disais, en France, on a recours énormément
au crédit à taux fixe. Donc comme vous le voyez sur le schéma, aujourd'hui on a 99,4% des crédits immobiliers sont faits à taux fixe. Donc c'est vraiment le révisable aujourd'hui est vraiment epsilon. On n'a vraiment quasiment pas de, je dirais aujourd'hui d'intérêt d'emprunter en plus à taux révisable. Et comme vous l'expliquez Jean-Olivier, dans un cycle inflationniste, avoir une mensualité à taux fixe, donc quelque chose qui ne va pas du tout bouger, vous permet de compenser énormément justement l'inflation et donc de gagner de l'argent. Alors, les dernières nouveautés sur le marché aujourd'hui de l'emprunteur, ça je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, mais vous avez le Haut Conseil de la stabilité financière qui a changé pas mal de règles au niveau du crédit, dont il faut connaître. Donc déjà, la durée maximum maintenant du crédit est à 27 ans, sachant qu'avant c'était 30 ans et voire 25 ans dans les faits. Aujourd'hui, très peu de banques le font à 27 ans, mais quand on parle d'une durée de crédit limitée à 27 ans, par exemple, je vous prends, vous achetez par exemple un Pinel pour ne pas, ou un logement en VFA, donc avec une période de construction qui peut aller de 6 mois à 2 ans, vous allez pouvoir emprunter en fait amortir votre prêt pendant la durée des 25 ans, et par contre avoir un différé, comme on le dit, pendant les 2 premières années, pendant la période de construction. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout confondu, il est limité à 27 ans. Vous ne pouvez plus emprunter 27 ans, par exemple, plus la période de différé. Donc ça a quand même changé pas mal de choses, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de cette durée. Ensuite, le taux d'endettement est limité à 35%. Donc vous allez me dire, 35%, avant, dans les grandes règles, c'était 33%, donc ça ne change pas, au contraire, c'est plutôt bien. Non, parce qu'on a un vrai souci sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, l'assurance est comprise dans les 35%, et en plus, on ne peut plus du tout avoir recours aux prêts ce qu'on appelait différentiels. Je m'explique. Aujourd'hui, tout simplement dans l'endettement, vous avez donc dans un endettement global, quand vous prenez l'ensemble de vos charges et l'ensemble de vos revenus, et quand vous divisez par ça, ça vous donne votre endettement global. Avant, quand vous aviez un emprunt immobilier, par exemple pour du locatif, imaginons que vous aviez une mensualité de 100 et un loyer de 80, par exemple, donc il vous restait 20 € à votre charge, eh bien, on ne prenait que ces 20 € dans l'endettement. Maintenant, ça, c'est plus du tout possible, et il n'y a plus non plus du tout de reste à vivre. Donc ça a quand même changé les règles pour, par exemple, des gens qui faisaient beaucoup d'immobilier avec, comme on dit, un cash flow positif, c'est-à-dire vraiment que la mensualité couvre. Et bien aujourd'hui, l'ensemble rentre dans l'endettement, donc on ne peut pas dépasser ces 35%. Donc c'est assez pénalisant sur ça. Donc il faut vraiment le regarder. Et il n'y a plus non plus de notion. Alors là, c'est pas qu'il y a plus. Il y a encore une notion de reste à vivre, mais le reste à vivre n'est pas considéré. Avant, on pouvait, quand on avait de très bons restes à vivre, on pouvait monter à 40-42% d'endettement. Aujourd'hui, c'est plus du tout possible. On est limité, stricto sensu, à 35% avec l'assurance. Par contre, il y a une très 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 bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous pouvez maintenant résilier à tout moment, tout au long de la vie de votre emprunt, votre assurance emprunteur. Avant, c'était un petit peu contrariant et un petit peu, c'était très administrativement lourd, alors qu'il fallait attendre la date anniversaire ou dans la première année. Et là maintenant, à tout moment, vous allez pouvoir justement résilier votre assurance emprunteur et prendre une meilleure assurance. Alors attention, par contre, ça je vous mets vraiment en garde par rapport à l'assurance emprunteur, ne résiliez jamais votre assurance tant que vous n'avez pas votre nouvelle couverture. On ne sait jamais si quelque chose entre les deux venait à se déclarer. Il faut surtout bien garder d'abord son assurance, souscrire à la nouvelle et ensuite la résilier. Ça, c'est vraiment très important. Et aussi, donc, dans les changements au niveau de l'assurance, pour les longues maladies, style cancer, aujourd'hui, vous avez un droit à l'oubli. Donc, un droit à l'oubli au bout de 5 ans, alors qu'avant, c'était beaucoup plus long. On avait un droit à l'oubli à 10 ans. Donc ça, c'est des choses qui ont changé, mais qui sont quand même très intéressantes, à part ce taux d'endettement, mais qu'on arrive quand même aujourd'hui à pouvoir faire des choses intéressantes. Donc maintenant, je vais vous faire donc un exemple justement de levier du crédit, le côté justement intéressant ou pas du crédit. On a pris donc une hypothèse aujourd'hui, donc vous achetez un appartement 250 000 € avec un loyer brut de 12 000 € et vous avez une tranche marginale de 30%.
Imaginons que vous financez donc l'acquisition, excusez-moi, par le biais de vos fonds propres. Donc le rendement locatif brut, il est de 4,80%. Ben, votre taux de rendement interne, ce qu'on appelle donc le taux de rendement interne, c'est vraiment le taux de rendement une fois l'ensemble des frais défalqués. Ben là, donc, quand vous faites avec les fonds propres, vous avez simplement 2,73 bruts en fait de rendement. Donc, si vous le faites par le biais d'un crédit immobilier, donc j'ai pris l'hypothèse d'une durée donc de 20 ans, 240 mois, à un taux actuel donc de 1,20 et une assurance à 0,20. Donc toujours le même rendement locatif brut à 4,80%, mais votre TRI, vous voyez, s'envoie renforcé car nous allons être à 5,66%. Par quoi cela s'explique? Tout simplement parce que vous pouvez déduire une grosse partie de l'intégralité de vos intérêts d'emprunt, donc ce qui vous permet de ne pas rentrer rapidement en bénéfice foncier et donc qui vous permet tout simplement de pouvoir avoir un taux de rendement bien plus intéressant à terme. Donc clairement, l'effet de levier est bien plus intéressant. Maintenant, je vais rentrer plus comment on peut investir dans l'immobilier résidentiel et quels sont les différents types d'investissements d'immobilier résidentiel. Donc, les points importants, avant tout investissement, donc Jean-Olivier vous l'a répété et je ne fais que le répéter également. Comme on dit, la règle des trois, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est vraiment très important. Un bien immobilier doit vraiment être donc bien situé pour pouvoir demain ne pas avoir de soucis de vacances locatives. Donc, le mieux, c'est souvent proche des commerces, des transports en commun. Imaginons si c'est plus pour des étudiants, là, proche des facs. Enfin bon, il va falloir vraiment regarder ce qui est le plus intéressant. Neuf ou ancien, après ça dépend vraiment de ce que l'on veut faire. Comme vous l'expliquez Jean-Olivier, le neuf a des avantages tout simplement de pouvoir, je dirais aujourd'hui répondre à toutes les normes énergétiques, donc ne plus avoir de soucis. Par contre, l'ancien est forcément un petit peu moins cher parce que donc le neuf, grosso modo, se situe généralement à 20 à 30% plus cher que l'ancien. Ensuite, donc la taille du logement, donc ça c'est en fonction de ce que l'on souhaite faire par rapport à son investissement. En fonction, si on veut le louer en nu, souvent les petites tailles sont plus souvent préconisées. Ensuite, si c'est en meublé, pareil, vous allez pouvoir par exemple avoir des grandes surfaces qui vont pouvoir servir par exemple pour de la colocation. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de règle, j'ai envie de dire, entre la taille du logement, ce qu'il faut prendre, c'est vraiment en fonction de la destination de ce que vous souhaitez en faire. Ensuite, le choix du locataire, donc ça, il est très important et il faut être très vigilant par rapport au choix du locataire. Donc, on vous conseille vraiment souvent de vous faire quand même accompagner, si vous le pouvez, par le biais d'une agence, parce que quand même, ils vont être plus vigilants pour pouvoir vraiment choisir le locataire et avoir des critères bien précis. Donc ça vraiment, par rapport à ça, c'est important. Bien évidemment, également, en fonction de votre objectif. Donc si c'est pour une revente à terme ou justement pour transmettre ce bien, le bien ne sera pas forcément le même. Par exemple, pour la transmission, on va faire plus un bien patrimonial avec un placement patrimonial peut-être du cœur de ville, alors que quand c'est pour de la revente, on essaiera peut-être tout simplement par rapport à ça, quand c'est pour de la revente, on aura peut-être tout simplement, on essaiera de dégager une plus-value, donc en allant sur justement par rapport à ça des zones qui ont des potentiels de plus-value plus importantes. Ensuite, crédit ou apport personnel, ça je vous ai répondu. Donc le crédit par rapport à ça sur un investissement locatif est bien plus intéressant. Pour moi, l'apport personnel, par contre, quand vous achetez pour votre résidence principale, là vu qu'il y a aucun intérêt, vous ne pouvez rien déduire. Donc là, l'apport personnel est vivement conseillé et même recommandé aujourd'hui pour pouvoir emprunter. Aujourd'hui, les banques sur les résidences principales préfèrent clairement avoir un apport personnel d'au moins les frais de notaire, ça c'est vraiment le minimum du minimum, et avoir souvent 10% au moins du montant du bien. En dessous, les dossiers sont quand même moins regardés et moins aimés par les banquiers. Ça, on y arrive encore, mais moins aimés. Plus, comme je vous ai dit, par rapport à ça, au niveau également, je dirais, des taux du 35%.
Ensuite, donc, on parle de fixation de loyer depuis la loi Allure 2014, à Paris et à Lille, pas encore à Toulouse en l'occurrence, mais à Paris et à Lille, il y a une indexation des loyers. Donc ça interdit tout simplement aux propriétaires d'aller au-delà d'un certain loyer, comme on peut l'avoir justement dans les dispositifs défiscalisants comme le Pinel, mais là c'est étendu à l'ensemble du marché. Nous à Toulouse, ça n'est pas encore arrivé. Donc les avantages entre Hélène, je crois que Ouda voulait lancer un sondage. Ah oui, bah alors vas-y, je t'en prie, allez-y. Grande question, donc. Est-ce qu'il est plus intéressant d'investir en location nue ou en location meublée? On va vous donner la réponse, en fait, dans les prochains slides. Juste après. La location meublée qui sort vainqueur. Hein. Oui, je vois ça, pour le moment. Voilà. Clairement. Ah, c'est un plébiscite. Hein. C'est plébiscité, clairement. Bon, mais parfait. Donc parfait. Oui, le location meublée, 100%. Hein, 100%. Ah oui. Donc ensuite donc un petit focus entre les différences qu'il y a entre donc l'immobilier neuf et l'immobilier ancien. Donc après c'est vraiment comme je vous ai dit, ça dépend de ce que vous voulez faire sur le bien. Donc par rapport à ça, il n'y a pas les différences sont majeures, mais les deux sont très bien également. Donc l'immobilier neuf, vous avez des frais de notaire plus faibles, généralement c'est 2,5%. Vous pouvez éventuellement avoir une location nue, donc une réduction d'impôt, je veux dire, excusez-moi, je lisais en même temps une question. Vous n'avez pas de travaux à prévoir et vous avez le logement est complètement équipé, il répond aujourd'hui aux performances énergétiques exigées. Par contre, les inconvénients, c'est que vous achetez sur plan, donc l'acquisition peut être plus longue et comme je vous le disais au préalable, vous avez généralement des prix un petit peu plus élevés, entre 20 et 30% plus élevés que l'ancien. Donc comme je vous le mettais dans l'ancien, les prix sont moins élevés, on a une rentabilité qui va être supérieure, l'aménagement par contre se fait beaucoup plus rapidement. L'inconvénient, donc les frais de notaire plus élevés, 7 à 8%. Les charges courantes, forcément, vu que c'est de l'ancien, vous avez toujours plus de travaux à prévoir. Sur un neuf, avant 10 ans, 15 ans, vous n'aurez rien à faire. Dans un immobilier ancien, vous avez toujours en constant de l'entretien, donc des travaux et des travaux de rénovation. Alors ensuite, donc, maintenant, je vais donc regarder les différents types de locations qui existent. Donc par rapport à ça, je vais vous expliquer les différents types de locations. Donc là, en l'occurrence, la location nue. Donc la location nue, ce qu'on appelle ça, c'est tout simplement ce qui dépend donc du revenu foncier. Donc c'est le côté classique donc de la location, c'est-à-dire je loue un bien où il n'y a aucun meuble et aucun autre avantage à part, je dirais, le bien en lui-même. Donc la durée du bail, c'est 3 ans renouvelables par tacite reconduction. Dépôt de garantie, en moyenne, c'est 1 mois de loyer hors charge. Vous avez un préavis donc de 1 à 3 mois, ça dépend, mais généralement ça dépend des villes. Là c'est pareil, dans certaines villes, dont Toulouse, c'est réduit à 1 mois et dans d'autres endroits c'est encore 3 mois. Donc l'imposition, comme je vous le disais, donc c'est catégorie des revenus fonciers. Donc il y a deux façons aujourd'hui de déclarer ces revenus fonciers. Soit on a une recette donc de revenus fonciers, donc de loyer qui est inférieure à 15 000 € et là on peut la déclarer au microfoncier. Ou autrement, dès que c'est au-dessus de 15 000 €, là, ce qu'on appelle, c'est une imposition au revenu foncier réel. Donc, les charges déductibles. Donc, qu'est-ce qui est déductible par rapport à vos revenus? Donc, les dépenses d'entretien, de rénovation et d'amélioration. Les dépenses de construction et d'agrandissement, elles ne sont pas déductibles, par contre. Donc, le déficit donc est imposable donc sur le revenu global dans la limite de 10 700 € par an. Et donc, les plus-values immobilières des particuliers, donc c'est exonéré au bout de 22 ans pour l'impôt sur le revenu et 30 ans au titre des prélèvements sociaux. Dans les dispositifs de défiscalisation, on a l'investissement donc Pinel, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, le Malraux et les monuments historiques. Donc justement, focus donc sur le dispositif Pinel. Donc l'investissement Pinel aujourd'hui permet donc d'acheter donc généralement dans le neuf, et vous permet donc de pouvoir défiscaliser à hauteur en fonction de la réduction d'impôt que vous allez pouvoir avoir, en fonction de la durée d'engagement de 12 à 21%. Donc il doit être situé dans des logements, ce qu'on appelle dans des zones tendues, le logement. Donc c'est les zones A bis ou B1.
1, donc ça je vous laisserai regarder. Et donc impérativement, votre logement doit être loué dans les 12 mois qui suivent son achèvement. Autrement, vous pourriez être requalifié par rapport à ça. Donc le plafond du loyer pour le propriétaire par rapport à ça est à 5 500 € par an par le mètre carré, et le plafond d'investissement, on ne peut aujourd'hui pas investir plus de 300 000 € par an. Et donc le logement doit être loué nu et donc doit être constitué, c'est la résidence principale forcément du locataire. Ça peut pas être autre chose, une résidence secondaire ou autre chose, c'est forcément sa résidence principale. Il y a une petite changement, donc aujourd'hui la loi Pinel a été aujourd'hui prorogée jusqu'en 2024, sauf que les taux vont changer à partir du 1er janvier 2023 sur les réductions. On aura la réduction maximum qui ne pourra plus être que de 17,5%. Alors, ensuite, donc, je vous ai fait un exemple d'investissement Pinel, donc avec pareil, donc montant total du projet, comme j'ai pu le faire tout à l'heure, pour 250 000 €, donc un loyer annuel brut de 9 000 € et une tranche marginale d'imposition, donc de 30%, avec un engagement de location de 9 ans, donc soit une réduction d'impôt globale de 18%. Donc, j'emprunte l'intégralité, comme je vous l'avais expliqué. Donc, mes revenus vont être de 750 € par mois et mon gain fiscal, donc réinvesti une fois ma mensualité, j'aurai 416 € par mois pendant 9 ans. Donc, l'effort d'épargne mensuel sera de 48 € pendant les 9 premières années grâce justement à la réduction d'impôt, et ensuite 464 € les années suivantes. Ce qui me fait quand même un TRI très très intéressant. On est quand même à 6,88% donc de taux de rendement interne grâce justement à la défiscalisation du Pinel et à ce gain d'impôt que vous allez avoir pendant toute la durée, pendant les 9 ans. Donc c'est pour ça que le Pinel aujourd'hui, franchement, est encore un très très bon outil justement pour pouvoir défiscaliser et se constituer un patrimoine. Ensuite, donc, maintenant, je vous ai parlé donc de la location nue, donc et en faisant un petit focus sur le Pinel. Maintenant, je vais vous parler donc de la location meublée. Donc aujourd'hui, la location meublé. Aujourd'hui, vous avez donc la durée du bail, c'est 1 an renouvelable donc par tacite reconduction, donc 2 mois de loyer hors charge pour le dépôt de garantie. Et vous êtes au niveau de l'imposition, vous avez tout simplement, vous bénéficiez de bénéfices industriels et commerciaux, donc ce qui reste quand même très intéressant au niveau de l'imposition. C'est beaucoup plus favorable aujourd'hui que du revenu foncier. Les charges donc sont déductibles pareil que pour le foncier, sauf que vous avez autre chose qui est plus intéressante, c'est que vous avez la possibilité d'amortir le bien et le mobilier. Donc ce qui vous permet tout simplement d'avoir un déficit plus important. Par rapport à ça, les cotisations sociales, donc vous en avez au-dessus de 23 000 €. Et en dessous, c'est tout simplement ces lois réalisant des recettes supérieures également à 23 000 €. Donc le dispositif. Je t'en prie. Hélène, d'amener une petite précision parce que je t'en prie. Dans la foulée, pour que les choses soient bien claires. En fait, quand vous faites de la location meublée, vous êtes au BIC. Ça, ok, Hélène vous l'a bien expliqué, dans le sens où aujourd'hui, vous allez avoir 2 solutions. Soit opter pour le forfait, soit opter pour le réel. Ça sous-entend que la case charge déductible, elle correspond en fait à l'option pour le réel. Si vous êtes au forfait, vous ne pouvez pas amortir et déduire les dépenses et en plus bénéficier du forfait. C'est pas possible. Donc, comme pour la location nue, sur lequel vous avez l'option pour le micro foncier, bien là, vous avez la possibilité d'opter pour le micro BIC, sur lequel vous avez un abattement forfaitaire de 50% ou de 71% en fonction de la catégorie dans laquelle vous vous situez, et le réel qui vous permet de déduire les dépenses d'entretien de réparation et d'amortir le bien. Ça, dans le coup, vous êtes au réel avec l'obligation de prendre un expert comptable. Tout à fait. Et comme on peut pas avoir les deux, comme tu disais, on peut pas avoir le double effet qui se coule, ça serait bien, mais on peut pas tout avoir. Donc ça c'est certain, on est bien d'accord. Il y avait un dispositif de défiscalisation qui existait, qui s'est terminé, que la fin du dispositif se termine à la fin de l'année. C'était Censi-Bouvard dans le meublé. Donc ça, je vais pas approfondir vu qu'aujourd'hui, de toute manière, il va être arrêté. Alors, les différents types aujourd'hui de location meublée, parce qu'il en existe pas qu'une, loin de là. Donc en nu, comme je vous l'ai expliqué, c'est assez simple. En meublé, il existe vraiment
plusieurs types. Donc, les locations saisonnières, ça vous connaissez tous. C'est quand vous louez, par exemple, une maison quand vous partez en vacances. Donc là, Airbnb ou Booking, ça rentre donc dans la location meublée. Vous avez également donc les résidences gérées. Alors là, c'est un petit peu différent. C'est tout simplement, vous avez un bail commercial qui va vous être tout simplement entre vous et la société qui va louer. Imaginons par exemple une chambre en EHPAD, par exemple, ou une chambre étudiante. Vous allez avoir un bail commercial avec la société qui va louer à cet étudiant. Donc vous, par rapport à ça, vous n'avez à vous occuper de rien. Donc ça, il existe aujourd'hui donc les résidences dans les résidences gérées, les résidences seniors, les EHPAD, les résidences étudiantes ou également les résidences de tourisme. Et vous avez également les locations classiques, c'est-à-dire j'ai un appartement que je mets en meublé où je mets des meubles et je vais le louer à une personne pour sa résidence principale. Donc voilà, ça aujourd'hui, ce qu'il existe comme type de location meublée. Et vous avez un dernier type qu'il existe, c'est la colocation. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, justement en fonction qu'est-ce que si vous achetez grand ou pas grand, souvent la colocation, ça permet quoi? Ça permet d'acheter des grands appartements ou des grandes maisons qui vont pouvoir être loués en colocation, donc avec plusieurs colocataires, et donc avoir un risque qui sera, moindre, vu que vous allez avoir plusieurs locataires en même temps et qui seront interdépendants. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et nous, aujourd'hui, on en a fait quelques-uns avec nos clients, et ça reste vraiment un bon produit, j'ai envie de dire, aujourd'hui, tout simplement, de diversification, et qui change un petit peu du meublé traditionnel. Et vous n'êtes pas dépendant en prime, par exemple, d'un bail commercial, comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans l'immobilier géré. Donc voilà à peu près aujourd'hui ce qu'il existe dans les différents types de revenus, je dirais, de résidentiel, je vais pas y arriver, qu'il existe dans les différents types de logements résidentiels. Donc comme je vous disais, le nu ou le meublé, et dans le meublé, les différents endroits qui peuvent exister. Donc par rapport à ça, je crois qu'il reste un sondage, si je ne m'abuse, à faire, Jean-Olivier, si je dis pas de bêtises. Alors, oui, il reste un sondage, bien évidemment, c'est le sondage de fin. Donc ça, c'est le sondage de fin, mais par rapport à ça, tu veux peut-être toi rajouter des petites choses. Moi, j'ai fini par rapport à mes explications. Comme d'habitude, ce webinaire sera disponible sur notre plateforme YouTube Centre Patrimoine TV. Je vous invite donc bien évidemment à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir en permanence les alertes et de revoir autant que vous le voulez le webinaire qu'on a réalisé ce soir. Ensuite, n'oublions pas les lives Parlons Finance. On reviendra vers vous sur un live Parlons Finance qui devrait avoir lieu dans une quinzaine de jours, qui sera aussi d'actualité, qui sera très intéressant et qu'on animera donc bien sûr avec Hélène. Tout à fait. Ça sera un grand plaisir de tous vous retrouver. On vous remercie en tous les cas pour votre assiduité, vos questions, et on va vous soumettre donc le dernier sondage. Est-ce que le format du webinaire vous a convenu? Apparemment, pour le moment, oui. Parfait. Donc parfait, oui, cela a convenu. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à revenir vers nous. On est bien évidemment à votre disposition. Et puis on vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à très bientôt pour un nouveau Patrimo Live ou un live Parlons finance, immobilier ou d'autres sujets qui peuvent être passionnants. On vous dit à très bientôt et prenez soin de vous. Et comme l'a dit Hélène, Xavier, qui n'était pas présent ce soir, est à votre disposition également. Ouda, Anaïs, Ramona, toute l'équipe est toujours mobilisée pour vous apporter toutes les réponses à vos questions. Merci encore et à très vite. À très vite, belle soirée.